Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au programme, on va parler de conservation d'énergie, qui est la section dans votre cahier à partir de la page 126. On avait déjà mentionné, lorsqu'on a commencé à parler d'énergie, que la façon dont on définissait le concept d'énergie, c'était dans le but que cette valeur-là, ce soit une valeur conservée. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça signifie le fait que cette valeur-là soit confirmée. On va commencer par un groupe restreint de cas. On va commencer par s'intéresser en fait à la situation où on n'a aucun frottement et où on n'a pas de force externe autre que la gravité. Dans ces cas-là, on va dire que l'énergie mécanique totale est conservée. Ici, je vais utiliser une notation légèrement différente de celle de votre cahier, juste pour le bénéfice de la clarté. Je vais appeler l'énergie mécanique EM. Donc, EM. Et si je dis que l'énergie mécanique est conservée, ça va vouloir dire que l'énergie mécanique initiale va être égale à l'énergie mécanique finale. Et l'énergie mécanique, ça va tout simplement être les deux formes d'énergie qu'on a déjà vues. L'énergie cinétique et l'énergie potentielle va correspondre à mon énergie mécanique. Ici, c'est mon énergie mécanique de départ, mon énergie mécanique à la fin. Donc, si vous voulez adopter la même norme d'écriture que moi, je vous invite à aller à la page 126 de votre cahier pour faire la modification. Ici, comme nous, on a une seule forme d'énergie potentielle, c'est toujours l'énergie potentielle gravitationnelle. On pourrait noter ça par UG plutôt que U ici. Donc, j'aurais mon énergie cinétique plus mon énergie potentielle gravitationnelle. Donc, la première chose qui est à saisir ici, c'est que ce qui est conservé, c'est la valeur totale. C'est mon énergie mécanique totale. Ma valeur d'énergie cinétique peut changer, la valeur d'énergie potentielle peut changer, mais la somme des deux, ça va devoir être une valeur qui reste constante. Donc, je peux changer d'un à l'autre. Je peux avoir une certaine partie de mon énergie cinétique qui devient mon énergie potentielle ou vice-versa. Ou encore, si j'ai plusieurs objets, mon énergie peut s'échanger entre les différents objets, mais la valeur totale doit être la même au départ qu'à la fin. Et comme je vous disais, les problèmes d'énergie, on va souvent s'intéresser à différents moments. On va s'intéresser au moment de départ et au moment à la fin. Beaucoup de problèmes vont pouvoir être interprétés comme un échange comme ça entre une énergie potentielle et une énergie cinétique. Un exemple de ça, ce serait par exemple un pendule. Si j'ai un objet qui est suspendu à un câble et qui oscille, j'ai mon objet ici d'une certaine masse qui va comme ça, changer, venir jusqu'ici. Ou encore si vous avez quelqu'un qui fait du skateboard dans un half-pipe, donc dans un demi-tuyau, qui va d'un côté à l'autre, il va passer de certains points aux deux extrémités, il va avoir une vitesse qui est égale à 0, il va être à sa hauteur maximale. Au centre, il va être à sa hauteur minimale, avec sa vitesse maximale. Donc ici, on va considérer qu'on est au maximum d'énergie potentielle. Ici, on serait à notre minimum d'énergie potentielle, alors qu'on serait à notre maximum d'énergie cinétique. Ici, on aurait à l'extrémité une énergie cinétique minimum ou une énergie cinétique qui est carrément 0.
Ici, même chose, on aurait énergie cinétique égale à 0, énergie potentielle maximale. Ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va placer le point minimal de hauteur comme étant notre position égale à 0, ce qui fait en sorte que notre énergie potentielle va valoir 0 au point le plus bas. Et comme ça, j'ai toute mon énergie qui est de l'énergie cinétique ici, et ici, toute mon énergie qui est de l'énergie potentielle. Ici, on a un problème classique de conservation d'énergie. On a un chariot sur une montagne russe qui part à une certaine vitesse. On est dans un problème sans frottement. Et on va vouloir déterminer quelle est la vitesse de notre chariot à chacune des positions qui est indiquée. Donc à la position 1, à la position 2 et à la position 3. Je vais considérer ici que ça là, c'est ma position, si vous voulez, ma position 0. On va tirer profit à chaque fois de notre équation qui est l'énergie mécanique de départ doit être égale à l'énergie mécanique finale. Ça, pour chacun des problèmes, ça va être ça la base de notre raisonnement. Donc, à ma position de départ ici, je vais avoir une certaine énergie cinétique due à ma vitesse et je vais avoir une certaine énergie potentielle due à ma hauteur. Vous rappellerez dans les notes, on vous mentionne que la position est mesurée à partir d'un point arbitraire. Vous décidez à partir d'où vous mesurez votre hauteur. On aurait pu la mesurer à partir d'ici, à partir du point pointillé, et toutes les hauteurs en dessous auraient été négatives et toutes les hauteurs au-dessus auraient été positives. J'ai mon axe ici, je vais commencer par positionner vers le haut. Ça ici, je vais considérer que c'est mes Y positifs. Donc, n'importe quoi qui serait en dessous de mon axe serait négatif. Pour éviter la confusion, je vais généralement placer mon point de référence au point le plus bas du problème. Donc, je vais dire ici, là, le point le plus bas, ça va être ma position de Y égale 0. Et je vais tirer comme ça le trait tout au long du problème. Ça ici, c'est ce que j'appelle Y égale à 0. Je vais vouloir mettre ici toutes mes unités en unités du système international. Presque tous mes données ici, j'ai des mètres, j'ai des kilogrammes. La seule chose qui va me rester à convertir, ça va être ici ma vitesse, qui n'est pas exactement en unité du système international. Donc je vais vouloir changer ça, dire c'est 72 divisé par 3,6. Et ça va être ma valeur en mètres. Donc, ma nouvelle vitesse initiale va correspondre à 20 mètres par seconde. Avec tout ça, je peux partir. Je vais utiliser mon équation ici. Je vais simplement remplacer quelle est ma vitesse finale. Je vais utiliser une nomenclature ici où les points initiaux vont tous avoir un petit indice O. Mes valeurs au point 1 vont tous avoir un petit indice 1 et mes valeurs au point 2, point 3, ainsi de suite vont avoir l'indice correspondant. Donc, je commence mon problème. Je sais que mon énergie mécanique initiale doit être égale à mon énergie mécanique finale. Et mon énergie mécanique finale ici, dans cette situation-ci, ça va être le point 1 qui va m'intéresser. Mon énergie mécanique, c'est constitué de mon énergie potentielle et mon énergie cinétique. Donc, je vais remplacer à chaque fois par les valeurs correspondantes. Énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale égale à énergie cinétique au point 1 plus énergie potentielle au point 1. Mon énergie cinétique initiale, ça va correspondre à 1/2 fois la masse fois la vitesse initiale au carré plus, et mon énergie potentielle
va correspondre à M fois G fois la hauteur initiale. Et même chose pour mon point 1, mais cette fois-ci avec mon énergie cinétique à ce point-ci et mon énergie potentielle à ce point-ci. Donc, j'aurais mon petit chariot qui serait rendu ici avec une certaine vitesse 1 à une hauteur 1, mais la hauteur 1, on la connaît, c'est 0 mètre qui est rendu sur mon axe horizontal de référence. Donc, mon énergie cinétique va être égale à 1/2 m fois vitesse 1 au carré plus m fois g fois h0, mais, fois h1, mais ici, ma hauteur 1, c'est 0 mètre. Donc, nécessairement, tout ça ici, ça va correspondre à 0. Et maintenant, je peux mettre tous mes chiffres là-dedans. 1/2 fois 100 kg fois ma vitesse initiale au carré. On avait dit que c'était 20 mètres par seconde au carré. Plus ma masse, toujours 100 kg, fois 9,8 fois ma hauteur initiale. Ma hauteur initiale, ici, par rapport à mon axe de référence toujours, va être de 30 mètres. Fois 30 mètres égale à 1/2 fois 100 kg fois ma vitesse initiale, ma vitesse 1, pardon, au carré. Donc la vitesse à l'endroit que je cherche. Il me reste une seule variable ici. Il me reste seulement ma vitesse et c'est ça que je vais vouloir aller isoler. Donc, je fais la résolution, je remplace tout ce que je connais. Je peux pitonner une bonne partie de ces résultats-là. Je vais me garder le résultat intermédiaire ici parce que vous remarquerez, j'ai comme gardé séparé pour l'instant mon énergie cinétique, mon énergie potentielle. Ça peut être intéressant de se donner une petite idée de à quoi correspondent chacune des valeurs. Donc, 1/2 fois 100 fois 20 au carré pour mon énergie cinétique. Je veux toujours isoler V1. Donc là, je vais faire mon addition. 20 000 plus 29 400, ça nous donne 49 400. Divisé par 50. Parce que je vais isoler la variable V1 au carré. Et maintenant, il me reste juste à sortir ça du carré. Donc, il va falloir que je fasse la racine. Là, je vais simplement inverser. J'aime en général avoir la variable que je cherche à gauche à la fin. Donc, je vais avoir que ma vitesse 1 va être égale à la racine carrée de 49 400 sur 50. Et ça nous donne pour V1 une vitesse de 31,4 mètres par seconde. On a notre premier résultat. Maintenant, la démarche va être la même pour le point 2. Mais là, tout l'intérêt va être de voir comment est-ce qu'on peut réutiliser un petit peu ce qu'on a déjà déterminé. Je pourrais utiliser toujours n'importe quel 2 points, ma valeur initiale et ma valeur finale. Je peux toujours choisir c'est quoi. Là. Tant que ma valeur initiale et ma valeur finale correspondent bel et bien à 2 points sur un parcours pour lequel il n'y a pas de frottement et pas de force externe. Ici, je pourrais choisir que mon nouveau point initial, c'est le point 1 et mon nouveau point final, c'est le point 2. Ou encore, je peux garder ma même valeur initiale et dire que ma valeur finale, c'est maintenant le point 2. C'est ce que moi, je vais faire. Donc, ça va être mon énergie mécanique au point 0 va être égale à mon énergie mécanique au point 2.
Et je pourrais ici refaire le calcul, mais j'ai déjà déterminé c'est quoi la valeur de mon énergie mécanique initiale. On l'a calculé ici, et j'avais mon résultat, quand j'arrivais ici, c'était 49 400. Donc je vais pouvoir le réutiliser directement. Et mon énergie mécanique ici, ça je vais le développer. Je vais dire que ça correspond à mon énergie cinétique. Mon énergie cinétique au point 2 plus mon énergie potentielle gravitationnelle au point 2. Ici, j'ai 49 400 joules qui est égal à je vais laisser ma variable ici. Mon énergie cinétique au point 2, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au point 2 au carré, plus mon énergie potentielle, mg fois h au point 2. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de déterminer quelle est l'énergie cinétique en sachant que l'énergie potentielle va être donnée pour une hauteur, ici, correspondant à 30 mètres. Donc je sais que si j'ai le même objet, mon énergie potentielle ici, au point 2, va être exactement la même que mon énergie potentielle au point 1. J'ai le même objet à la même hauteur. Et si mon énergie totale est conservée et que mon énergie potentielle est la même, je n'aurai pas le choix que mon énergie cinétique va être la même. Et là, on va pouvoir aller le trouver, mais avant même de faire le calcul, je sais, si je connais bien ma théorie, que la vitesse que je vais trouver au point 2 n'aura pas le choix d'être, encore une fois, 20 mètres par seconde. Mais allons-y. Mon énergie mécanique, on a dit, ça correspondait encore une fois à 20 000 plus 29 000, donc 49 400. Qui est égal à 1/2 fois 100 kg. Fois, on fait attention, ici c'est ma vitesse au point 2 qui m'intéresse. Je vais remplacer par... Je vais laisser la variable ici. Plus ma masse fois 9,8 fois la hauteur 2 qui était de 30 mètres. Ça ici, on l'a déjà calculé. Ici, j'ai encore 50 fois ma vitesse 2 au carré, plus, si on l'avait calculé ici, ça nous donne 2900. Pardon, 29 400. 49 400. Je vais isoler ici V2 au carré. 4900, 49 400 moins 29 400, il me reste 20 000 divisé par 50. Et ma vitesse 2 va correspondre à la racine de ça. Racine de 20 000 sur 50. Et voilà, je retombe bel et bien à exactement 20 mètres par seconde. Donc, dans le doute ici, on peut toujours le recalculer. Ça va nous donner la même valeur, mais on pourrait faire l'argument de dire si je suis à la même hauteur, j'ai la même énergie potentielle. Donc, j'aurai également la même énergie cinétique par conservation. Le dernier point qu'on va regarder maintenant, c'est le point en haut. Lorsqu'on s'en va à une plus grande hauteur, je m'attends nécessairement qu'au point 3,
j'ai une vitesse plus petite que la vitesse de départ, parce qu'ici, j'ai mon énergie totale qui doit être conservée. Mon énergie totale doit être la même, mais je vais avoir plus d'énergie potentielle parce que je suis plus haut. Donc, je devrais avoir une énergie cinétique plus basse et une plus petite énergie cinétique. Ça correspond à une vitesse plus petite. Donc, regardons qu'est-ce que ça nous donne. J'ai mon énergie mécanique initiale qui doit encore être égale à mon énergie mécanique finale ici. Mon énergie mécanique, ça va être l'énergie mécanique au point 3. Ça ici, je le connais, on l'a déjà calculé, donc je ne m'y attarderai pas. Je vais simplement laisser la valeur EM0. EM3, ça correspond toujours à l'énergie cinétique point 3 plus l'énergie potentielle au point 3, une demi, MV3 au carré, plus MGH3. On fait attention, la hauteur, c'est toujours mesuré par rapport au même point de référence. Donc mon H3 ici, ça ne correspond pas à 30 mètres, ça va correspondre à la hauteur mesurée à partir de mon axe de référence, donc ici. Ça va correspondre à 30 plus 21, 51 mètres. Je reviens ici. E mécanique initiale. Mon E mécanique initiale, on l'a calculé, c'était 49 400. Une demi MV carré. Une demi fois la masse, on la connaît, 100 kg, fois la vitesse, 0.3 au carré, plus, encore une fois, la masse, fois 9.8, et fois la hauteur au point 3. La hauteur au point 3, on a dit que c'était 51 mètres. Donc, 51. Beaucoup de problèmes vont pouvoir être interprétés comme un échange comme ça entre une énergie potentielle et une énergie cinétique. Un exemple de ça, ce serait par exemple un pendule. Si j'ai un objet qui est suspendu à un câble et qui oscille, j'ai mon objet ici d'une certaine masse qui va comme ça, changer, venir jusqu'ici. Ou encore si vous avez quelqu'un qui fait du skateboard dans un half-pipe, donc dans un demi-tuyau, qui va d'un côté à l'autre, il va passer de certains points aux deux extrémités, il va avoir une vitesse qui est égale à 0, il va être à sa hauteur maximale. Au centre, il va être à sa hauteur minimale, avec sa vitesse maximale. Donc ici, on va considérer qu'on est au maximum d'énergie potentielle. Ici, on serait à notre minimum d'énergie potentielle, alors qu'on serait à notre maximum d'énergie cinétique. Ici, on aurait à l'extrémité une énergie cinétique minimum ou une énergie cinétique qui est carrément 0. Ici, même chose, on aurait énergie cinétique égale à 0, énergie potentielle maximale. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est on détermine nous-mêmes la position où on place notre 0 de hauteur. Mais ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va placer le point le plus bas de hauteur vis-à-vis le point le plus bas. Ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va placer le point minimal de hauteur comme étant notre position égale à 0, ce qui fait en sorte que notre énergie potentielle va valoir 0 au point le plus bas. Et comme ça, j'ai toute mon énergie qui est de l'énergie cinétique ici. Et ici, toute mon énergie qui est de l'énergie potentielle. J'isole encore une fois V3. On va pouvoir passer ce bout-là en accéléré.
Donc, on arrive au résultat suivant et lorsque vous essayez de mettre ça dans votre calculatrice, vous allez recevoir un message « Erreur ». Pourquoi donc? Bien, ici, il faut se questionner un petit peu à savoir qu'est-ce qu'on a fait. On disait que notre énergie mécanique était conservée. Et si on regarde nos calculs lentement, on va trouver ici que j'ai calculé mon énergie mécanique qui est égale à mon énergie cinétique plus mon énergie potentielle. Mais si on porte attention, regardez la valeur que j'ai pour mon énergie mécanique totale et regardez la valeur que j'ai pour mon énergie mécanique, pour mon énergie potentielle. Ça ici, c'est le total de ce que j'ai. Je devrais avoir un total de 49 400, mais uniquement mon énergie potentielle, ça va correspondre à 49 900. Donc mon énergie potentielle, au point ici, correspond à plus que l'énergie totale que j'ai. Ce que ça veut dire, c'est que mon objet, en fait, ne se rendra jamais ici. Pour réussir à me rendre ici, il faudrait que je sois capable d'avoir une énergie cinétique qui soit négative. Et une énergie cinétique négative, ce n'est pas possible. Ma vitesse ici est toujours soit 0, soit positif dans mon équation. Si je reprends mon équation ici pour l'énergie cinétique. Donc, c'est impossible pour moi d'avoir une énergie cinétique négative. Il faudrait pour ça que j'ai une vitesse qui soit... En fait, que ma vitesse soit positive ou négative, elle est au carré, donc ça va toujours me donner quelque chose de positif et le résultat va toujours être positif. Donc, vos calculs sont bien faits à quelque part. Si vous arrivez à une erreur comme ça, c'est soit que vous avez fait une erreur de calcul, évidemment, à quelque part, ou ça signifie que la situation n'est pas possible. Donc, on va faire une petite... Donc, je vous propose de faire une petite dérogation au parcours du problème. Maintenant qu'on a réalisé qu'on ne peut pas déterminer quelle est la vitesse maximale, on pourrait déterminer à la place quelle serait la hauteur maximale. Donc, on va vouloir savoir jusqu'à quel endroit, le long de mon parcours ici, est-ce que ma boîte va réussir à monter avec la vitesse qu'elle a. Donc, elle a acquis une certaine vitesse ici. On a vu comment est-ce qu'on le faisait dans les problèmes de dynamique, mais ici, je ne connais pas nécessairement quelles sont les forces exactes qui vont s'appliquer. Je ne sais pas c'est quoi à tout moment l'angle de mon parcours ici. Donc, comment est-ce que je peux faire pour trouver quelle va être la position maximale, la hauteur maximale qui va être atteinte par l'objet? Bien, on a un truc sous la main qui va être le même que celui qu'on avait déjà vu. Si je suis à une hauteur maximale, ça signifie que ma vitesse va être 0. Donc, si je regarde, je vais encore avoir, au point maximal, je vais encore avoir énergie mécanique initiale égale à l'énergie mécanique finale. J'ai toujours aucune perte d'énergie dans mon problème. Donc ici, ça veut dire que je vais avoir la valeur que je connaissais déjà pour mon énergie mécanique. On n'a pas besoin de le recalculer. Pour mon énergie mécanique finale, ça va encore une fois être énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Mais cette fois-ci, si j'ai une vitesse de 0, quelle va être mon énergie cinétique? Mon énergie cinétique, je vous rappelle, c'est 1/2 mv au carré. Si v est égal à 0 là-dedans, toute l'équation vaut 0. Donc ici, ça va correspondre à 0. Parce que mon objet est immobile au point le plus haut. Donc sa vitesse finale est égale à 0. Et là, je peux
venir résoudre, mon énergie mécanique initiale va être égale à M fois G fois la hauteur. Ici, je vais appeler ça Hmax, la hauteur maximale que mon objet peut atteindre. Et là, je peux mettre mes chiffres. 49 400 joules va être égal à 100 kg fois 9,8 fois la hauteur maximale. Et on va pouvoir venir isoler ici la hauteur. Ça va correspondre à 49 400 divisé par 100 divisé par 9,8. Et on trouve 50. ,4 mètres comme hauteur maximale atteinte par mon bloc. Donc ici, j'étais dans la situation où mon bloc se rendait presque, il réussissait peut-être à se rendre jusqu'ici. Il manquait un demi-mètre pour réussir à se rendre. Et il serait arrivé à ce moment-ci avec une vitesse égale à 0 avant de redescendre et refaire le parcours en sens inverse. Si je suis dans une situation où mon énergie est conservée, j'ai pas de frottement, j'ai pas de force externe appliquée, ben mon objet va simplement refaire le parcours en sens inverse, revenir à la position ici, cette fois-ci avec une vitesse en sens contraire, et repartirait au-delà du début de ma situation.